Allez, bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur le plateau du Club Le Châtelier, 16h45. C'est l'heure évidemment du Club des experts. Catherine Gentil est avec nous. Renaud Girard également, grand reporter. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être avec nous, Renaud. Anastasia Chapochkina, vous êtes présidente du think tank Eastern Circles, maître de conférences en géopolitique à Sciences Po Paris. Bonjour. Vous êtes la bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le général Chauvency est avec nous également. Et Ludovic Romanins, donc je parlais de vous juste avant la pub, Ludovic, parce que avant de revenir sur l'actualité chaude du jour à Moscou et Bruxelles notamment, on a voulu avec l'équipe du club vous montrer un sujet que vous avez tourné, donc sujet assez exceptionnel. On va partir dans l'une des villes les plus dangereuses au monde, en l'occurrence Bagdad. Là-bas, la France a gardé une ambassade. L'ambassadeur représentant donc de la France dans le pays a accepté que votre équipe, donc vous avec Antoine Pocry et Cédric Aguilar, que vous l'accompagniez dans ses déplacements. Et cet homme est sans doute l'un des Français les mieux protégés du monde. Regardez donc le reportage de Ludovic et on en parle juste après. C'est un déplacement risqué en plein cœur de Bagdad. Départ du convoi. L'ambassadeur de France, Éric Chevalier, doit rencontrer des représentants de factions armées. Dans ses voitures blindées, il est accompagné par 4 hommes du GIGN, lourdement armés. S'attaquer à l'ambassadeur, c'est porter atteinte à la France. Actuellement, le risque d'attentat est très élevé. Il y a quelques jours, une voiture a explosé sur une mine. 12 morts, sans aucune revendication. La règle, c'est de ne pas s'arrêter. Une mission impossible à certains carrefours. Les façades des immeubles sont criblées d'impacts de balles. La ville affiche 40 années de guerre successives. Le lieu du rendez-vous doit rester secret. Oui, on peut dialoguer avec des milices pro-iraniennes, des partis milices pro-iraniennes, je le fais. Après, il y a des gens ultra-radicaux qui, évidemment, avec lesquels, là, il n'y a pas de dialogue. Pendant l'entretien, les hommes du GIGN restent en alerte sur le parking. La menace ici n'a pas vraiment de visage. On est clairement dans une phase défensive. On subit quelque chose. Donc après, ce qui est important, c'est avoir la bonne réaction au moment où ça nous arrive. Aujourd'hui, rien à signaler. L'Irak est encore un pays très instable, qui ne s'est pas débarrassé de son passé sanglant. À l'ambassade, une pièce secrète sert de refuge en cas d'attaque. C'est au sous-sol que se trouve la safety room, ouais. Une pièce où on va pouvoir tenir un grand nombre de personnes. Les murs font 60 cm d'épaisseur. Sur les étagères, de l'eau en grande quantité. Des sacs de couchage, des rations de survie, mais aussi du matériel médical de guerre. Quand on est ici, c'est que la menace est ultime. Déclencher un plan de défense et en venir à se réfugier en safety room, c'est que dehors, en effet, c'est assez grave. Une deuxième pièce attire notre attention. À l'intérieur, des munitions de tout calibre, des casques, des gilets pare-balles et surtout, ces fusils d'assaut. On pourra potentiellement se retrouver en face de personnes qui seront détenteurs d'armes de guerre. Ouais. Donc il faut adapter, c'est ça, l'armement. On adaptera la réponse, on adapte l'armement. En 2 jours, l'ambassadeur de France aura rempli toutes ses missions, politiques et sociales. Un déplacement autour de Mossoul, là où une trentaine d'opérations anti-Daesh ont été menées cette année. Le pays est encore fortement en tension. Je disais que Daesh n'a pas disparu, qu'il y a des groupes armés ici très puissants. Tout autour de nous, même. Mais d'ailleurs, oui, pas loin du tout. Il y a aussi parfois des bombardements venant de certains pays voisins. Une présence française en Irak qui dure depuis 70 ans et qui n'a connu qu'une seule interruption de 13 ans durant la guerre du Golfe. C'est à ce prix que le drapeau tricolore continue de flotter au sommet de l'ambassade de France à Bagdad. Voilà, merci beaucoup Ludovic, vous êtes revenu d'un tournage pour venir sur le plateau et vous repartez après, donc c'est vraiment sympa d'avoir fait le détour. Je précise que Catherine, Renaud et vous Général, vous connaissez particulièrement bien ce pays, évidemment ça va être très intéressant. Moi j'ai juste une première question pour vous, quand vous tournez là-bas, on voit que c'est extrêmement sécurisé, que les accès sont assez exceptionnels, j'imagine que vous avez travaillé longtemps pour pouvoir obtenir ces accès-là. La dangerosité, elle est omniprésente et elle est perpétuelle nuit et jour pendant tout le temps que vous êtes là-bas ? En fait, ce qui est paradoxal, ce qui est compliqué à gérer,
c'est qu'il ne se passe rien, mais il se passe tout. Ouais. Et ça, c'est compliqué. En fait, en termes de sécurité, c'est ce qu'il y a de pire. C'est que le danger, il n'est pas palpable, il n'est pas visuel, mais il peut arriver à tout moment. Exemple, à Diyala, un minibus saute sur une mine, et derrière, il y a un sniper qui élimine tout le monde. Il y a 3 jours, l'ambassade américaine subit des tirs de roquettes qui partaient du centre-ville de Bagdad. Donc en fait, là où on est, il ne se passe rien, mais il se passe tout, et cette tension est permanente. Et cette tension est exacerbée par le fait que quand on a autour de nous des gens qui sont constamment armés, mais pas des pistolets, des armes de guerre, c'est ce qu'on voit des grenades, etc. Donc en fait, ils sont toujours sur le qui-vive et on sent cette tension permanente. Éric Chevalier, il a été ambassadeur de France en Syrie d'abord, entre autres, parce que la carrière est longue. C'est quoi la vie de cet homme-là? Évidemment, pas de vie de famille, impossible, dans le pays. C'est d'abord, je voulais saluer le fait qu'il nous ait ouvert ses portes, les portes de l'ambassade, et surtout que l'on ait pu suivre l'action des 10 hommes du GIGN qui l'encadrent en permanence. Et ça resitue un peu le contexte. Il ne fait pas un seul déplacement sans être entouré de 2, voire 3, voire 4 hommes du GIGN. Toujours 2 voitures, une devant, une derrière. Je ne vous dirai pas où est l'ambassadeur. Évidemment. En fait, les voitures sont là pour contrer toute attaque qui peut arriver. Une voiture qui intercepterait ou qui bloquerait le convoi. C'est compliqué à gérer. Donc en fait, la vie de cet ambassadeur, c'est quelqu'un qui doit être, et c'est encore une histoire de paradoxe, mesuré dans toutes ses actions, mais qui doit être prudent sur tout ce qu'il fait. Et donc il doit aussi discuter, et c'est ce qu'on montre, et on est parti avec lui sur un de ses rendez-vous, avec des factions armées pro-iraniennes. C'est un diplomate qui doit comprendre comment fonctionne le militaire, quoi. Et forcément. qui doit parler arabe. Oui, déjà. C'est essentiel. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que dans ces pays, il faut avoir cette communication directe pour être entendu. Pourquoi, Catherine, c'est peut-être une question qui va vous sembler stupide, mais si je me la pose, je me dis que d'autres doivent se la poser. Pourquoi on garde une ambassade en Irak, si c'est si dangereux? Parce que la France a le plus grand réseau diplomatique du monde avec les Américains. C'est une question de tradition et d'influence aussi, parce que moi j'étais à Bagdad d'ailleurs le seul moment où l'ambassadeur de France était parti, et l'obsession c'était le retour le plus rapidement possible, parce que plus vous êtes absent, plus vous perdez de votre influence, et plus vous perdez aussi de la possibilité de servir de lien diplomatique pour essayer de trouver des solutions dans les moments de grande tension. Là, effectivement, la tension est d'autant plus vive qu'il y a le front israélo-palestinien qui connaît un embrasement comme on n'en a presque jamais vu. Donc, évidemment, les Occidentaux sont sûrement encore plus des cibles qu'avant. Donc, c'est tous ces paramètres, en plus, qu'il faut savoir apprécier et réagir en fonction. Donc, c'est exactement ce que dit Ludovic, c'est-à-dire qu'il faut, dans un environnement où vous ne pouvez pas détecter le danger à l'avance, mais où vous savez qu'il peut surgir de n'importe où, qu'il faut rester calme, déterminé, c'est-à-dire ne jamais céder aux pressions. C'est-à-dire que quand vous êtes ambassadeur, il n'est pas question de changer d'avis parce que vous êtes menacé. D'ailleurs, c'est le moment de leur rendre hommage aux ambassadeurs qui sont dans ces zones de conflit. Ils doivent maintenir la position de leur pays, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les menaces. Et c'est pas à prendre à la légère, parce que souvenez-vous que l'ambassadeur américain en Libye a été tué, justement. L'ambassade a été prise d'assaut, et malgré le courage de l'équivalent du GIGN côté américain, il a été tué. Donc c'est vraiment dans ces moments-là aussi que se nouent des relations très fortes entre les États. C'est-à-dire que quand vous laissez votre ambassadeur dans un pays où la situation sécuritaire est très dure, eh bien ce sont des liens qui se tissent avec les autorités, mais aussi avec les populations, qui permettront ultérieurement d'avoir des relations plus fortes, et donc un engagement qui sera plus efficace. À ce sujet, j'ai une anecdote qui va résumer finalement ce que dit très justement Catherine. C'est qu'on est allé à Karakosh, c'est un village, une ville chrétienne, à 20 km de Mossoul, bastion de l'État islamique il y a 6 ans. En fait, le rôle de la France là-bas, il a été très simple. Il est allé voir ces chrétiens d'Orient pour leur parler, une manière de montrer que la France souhaite que des chrétiens d'Orient reviennent vivre là-bas, alors qu'ils ont été exterminés comme jamais, repeuplent ces zones-là, pour qu'il n'y ait pas juste un seul type de personnes qui vivent. Ouais, c'est ça. Donc en fait, c'est pour désenclaver les choses.
Et la France joue ce rôle-là, ce qui peut paraître surprenant, mais ça a été nu. Et le deuxième point très essentiel du rôle de la France, c'est d'être au contact de ce qui se passe en Irak. Et il le dit très bien, l'ambassadeur Éric Chevalier. C'est quand vous êtes là-bas, vous sentez les choses. Et quand ça bascule en Irak, ça bascule aussi en France. Oui, c'est ça. Donc le lien est direct. Et c'est la question que j'allais poser à Renaud. Le lien est direct avec les autorités en France, évidemment. Alors le ministère des Affaires étrangères, sans aucun doute. Le chef de l'État direct, quasi quotidien, sans doute aussi, sur ce genre de sujet. Oui, le chef de l'État, le président Macron, s'est rendu à plusieurs reprises. En Irak, il a même organisé des conférences là-bas, des conférences régionales. Emmanuel Macron s'est beaucoup impliqué pour le retour de la paix, pour essayer de ramener l'Iran. L'Iran a une influence considérable en Irak, ramener l'Iran dans la communauté internationale. Et donc, c'est à la pointe de la diplomatie orientale de la France, l'Irak. Et puis, c'est aussi très important historiquement, parce que Total a toujours été présent en Irak. Ça s'appelait même la CFP. Et donc, il y a des intérêts pétroliers très importants. Même sous le président Chirac, en fait, on savait que les États-Unis avaient un fournisseur de pétrole attitré qui garantissait les approvisionnements pétroliers des États-Unis, qui était l'Arabie Saoudite, et les Français ont voulu avoir leur propre Arabie Saoudite, et c'était l'Irak. Donc il y a toute une politique. Alors j'ai bien connu cette ambassade quand l'ambassadeur s'appelait Janier, et c'était du temps de Saddam Hussein, mais il n'y avait pas du tout de garde. Ils se promenaient, on allait faire notre footing à 2h du matin. C'est évidemment le chaos qui est arrivé, le chaos sécuritaire qui est arrivé avec l'invasion américaine que nous avons critiquée, nous Français, l'invasion américaine de mars 2003. Le chaos sécuritaire date de cette époque-là. Et Éric Chevalier, qui a une formation de médecin sans frontières, parce qu'il était en fait avec Kouchner, il n'a pas passé les concours diplomatiques, il a été nommé par Kouchner, dont il était l'ami quand Kouchner était ministre des Affaires étrangères, donc il l'a fait intégrer dans le corps diplomatique. Et donc c'est quelqu'un qui est tout à fait à l'aise, Éric Chevalier, dans ces situations sur des terrains délicates, puisque comme médecin sans frontières, il en a connu plusieurs. Quand tout à l'heure Ludovic nous racontait que l'ambassade américaine avait été visée par des roquettes qui venaient du centre de Bagdad. Général, si l'ambassadeur ou l'ambassadeur français, qui vit manifestement, de ce qu'on comprend avec une cible dans le dos quand même, était touché, quelle devrait être la réponse de la France? Il se passe quoi quand l'ambassade américaine est touchée, visée par des roquettes? Bon, je dirais d'une manière pas ironique, mais cela dépend. Tout dépend des intérêts de la France, parce que finalement, un ambassadeur peut passer aussi pour perdre des profits. Tout dépend de la situation géopolitique de l'endroit. Nous avons perdu un ambassadeur à Beyrouth dans les années 80, me semble-t-il, de mémoire. Tout à fait, Louis Delamare. Tout à fait, qui est assassiné. Bon, est-ce que ça a changé quelque chose? Non, moi, je dirais plutôt qu'il faut retourner à la situation d'une autre manière, ce que l'on vient de voir dans ce reportage, et comme d'ailleurs dans beaucoup d'autres cas, on a quand même le courage de ceux qui servent la France à l'étranger, qu'ils soient diplomates ou militaires, parce que les gendarmes du GIGN sont bien des militaires. Situation dangereuse, ils assurent l'image de la France et ils font du mieux qu'ils peuvent dans une situation où il faut effectivement tout interpréter, être à l'affût de tout. Bon, il y a des conséquences, il y a des potentiels, effectivement. On peut être une cible à un moment donné, parce qu'un groupe terroriste aura décidé de se faire un ambassadeur, ou de l'attaquer, ou de mettre en danger les soldats du GIGN, enfin les gendarmes du GIGN. Voilà. Donc c'est une réalité. Et après, malheureusement, on est dans la raison d'État. Oui, on peut perdre un ambassadeur, mais maintenant, qu'est-ce que j'ai à exploiter après, en pour et en contre? Donc, l'ambassadeur, normalement, il est protégé par principe, puisque ça fait partie aussi des grandes conventions internationales. On ne touche pas un ambassadeur. Normalement, il est protégé par le droit. Mais nous avons bien vu ce que donnait le droit aujourd'hui. Donc, il y a toujours un risque. Et pour ça, je me répète, il faut quand même souligner le courage de ces diplomates dans des pays en crise, et puis de ceux qui les entourent, parce qu'effectivement, ils représentent la France. Et ce qu'a dit d'ailleurs Catherine tout à l'heure, ils sont le point de contact, je dirais, entre la France et en l'occurrence ici l'Irak ou ailleurs. Normalement, il est protégé, il faut le dire pour qu'on comprenne, par le pays hôte. Oui, mais il y a un tel chaos sécuritaire, et donc sous Saddam Hussein, il n'y avait aucun problème sécuritaire d'aucune sorte. L'ambassadeur... On l'a vu pour l'évacuation de notre ambassadeur au Niger, par exemple. Voilà. Mais en revanche,
c'est le pays hôte. Mais c'est d'après les conventions de Vienne. C'est le cas en Irak. Voilà. Les Irakiens sont tout autour à l'extérieur et à l'intérieur, il y a toute la gendarmerie. Vous soulignez un fait qui est quand même assez remarquable, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a des hommes de l'ombre qui travaillent en permanence à des milliers de kilomètres pour protéger la France. Oui, c'est ça. Et ça n'a pas de prix. Et c'est ça que vous avez voulu montrer dans votre sujet. Quand vous êtes là-bas avec Antoine et Cédric, alors vous êtes avec ce qu'on a mis le Français sans doute le plus protégé au monde. A priori, du coup, on se dit, bon, vous êtes plutôt bien protégé. Vous qui avez l'habitude, parce que vous tournez à longueur d'année, Ludovic, sur tous les terrains du monde, qu'ils soient des terrains de guerre ou pas d'ailleurs, il y a un certain stress de votre part quand même ou pas? Non, en fait, on est comme eux, c'est-à-dire qu'on se sent protégé, mais on sent la tension qui est permanente. Ouais, c'est ça. Et on a des restrictions. Il ne faut pas non plus. Il faut respecter les règles, quoi. Hein, ça, c'est sûr. On ne peut pas sortir de la voiture à n'importe quel moment, etc. Alors mais là, par exemple, le plan qu'on vient de voir, pardon, je vous coupe, mais vous êtes devant une église, manifestement, avec l'ambassadeur. Voilà, c'est là, donc à Karakoche. Vous êtes dans la rue. Il n'y a absolument, effectivement, rien autour. Vous n'avez pas de gilet quelconque, de casque quelconque, on ne voit personne autour de vous, on suppose qu'il y en a hors champ. Je peux vous raconter ce qu'il y a autour. Alors, je veux bien, parce que je me suis posé la question, je me suis dit, mais c'est... Alors, c'est une image qu'on a voulu, qu'on a vraiment, de manière volontaire, montrée. C'est-à-dire qu'on peut être dehors, on ne voulait pas alerter avec des gilets pare-balles, etc. Mais l'envers du décor est un peu tout autre. C'est-à-dire qu'on est entouré de militaires, de voitures, et on a bloqué toute la rue. Ah ouais, d'accord. Alors, l'image est un peu trompeuse parce qu'on ne veut pas non plus alerter trop, que ce soit trop anxiogène. Mais la réalité, c'est qu'on a dû bloquer la route et à un moment donné, on m'a dit très clairement, on s'arrête, on rentre. On s'en va, on rentre. Dans les situations comme ça, la meilleure protection, et c'est pas possible pour un ambassadeur parce qu'il est dans un rôle public, mais la meilleure protection, c'est l'anonymat. Et moi, quand j'allais dans les villes, par exemple, en Afghanistan, à Kandahar, j'avais une sorte de fichu de femme autour de la tête, avec les yeux qui passaient dans la voiture, et là, personne... Oui, c'est ça, vous n'attirez pas l'attention. Personne ne s'intéresse à vous. C'est l'anonymat qui protège. Et de ne pas savoir, de ne pas avoir d'horaire fixe que personne... Par exemple, le président Mitterrand, même dans des périodes de tension, il se promenait à Paris seul, il avait vaguement un garde du corps, il allait dans les librairies, mais personne ne savait quand le président Mitterrand avait décidé de sortir de l'Élysée et d'aller se promener à Paris. Personne ne le savait. Alors là, il était très relax, il saluait les gens venaient le saluer, etc. Mais si vous êtes terroriste, vous devez préparer votre coup, et là, vous n'êtes pas au courant. D'ailleurs, j'ai une anecdote, très très courte. On est allé au centre-ville de Bagdad, on a marché au centre-ville au milieu des Irakiens. De manière très courte. Avec l'ambassadeur ? Non, seul, en tant que journaliste. Mais en fait, le système de sécurité a été très simple. On était 2 personnes, des blancs, des leurs. En fait, toute l'attention se fixait vers nous et on avait tout un cordon très discret tout autour qui fonctionnait. Et en fait, cet effet de surprise, permettez ce que vous dites justement, qu'il n'y ait pas de préparation de la part d'éventuels terroristes. Ouais, bien sûr. Et ce cordon était là, bien présent, mais très discret. Et donc, mettez pas la pression. Et en fait, au bout d'un moment, comme d'habitude, on nous a dit maintenant, il faut qu'on y aille parce que c'est un peu trop. Ouais, bien sûr. Je vais rajouter un petit point quand même, parce que je sais pas. Je voudrais souligner que j'ai vu l'intégralité de ce que vous avez fait donc hier soir. Je crois qu'il faut le regarder parce qu'il n'y a pas que ce que vous avez raconté. Sur le site de TF1. Je vais souligner aussi autre chose aussi, ce qu'on ne voit pas là parce que c'était un peu court. C'est quand même le calme de ces gendarmes du GIGN dans leur mission, un calme mais olympien, quelles que soient les circonstances. C'est-à-dire, on voit des pros, quoi. Oui, et puis qui vivent avec l'ambassadeur en permanence. En tout cas, allez le voir, il est dispo sur le site de TF1 Info. On va le mettre, nous, sur le Twitter de l'émission, évidemment. Merci beaucoup, Ludovic. Merci. Je vous laisse retourner à vos tournages. Merci également à vos deux compères qui ont tourné avec vous, Antoine Pocry et Cédric Aguillard.